C'est parti. Et donc, on est ensemble jusqu'à 14h30 pour aborder un petit peu la structuration de la démarche vie intime, affective, sexuelle au sein des établissements et services médico-sociaux. Alors, pour cela, je vais vous proposer un petit diaporama qui sera possible de vous fournir sans aucun souci après. Je vais le mettre en affichage pour que ça soit plus facile pour regarder. Hop, voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, Ouais. Alors, comme on a échangé juste avant, Morgane, au contraire, hein, je veux bien si tu vois des commentaires, des questions, faut m'arrêter dans mon monologue et pas hésiter à me dire qu'il y a des questionnements. bonjour Alors, à la tous. première chose, Juste un rappel, s'il y a des personnes qui veulent, qui peuvent lever la main, s'ils veulent euh, prendre la parole, comme ça je le dirai à Sophie. Voilà. merci beaucoup, Morgane. Donc, la première chose sur lequel il faut se positionner quand on parle de la circulaire du 5 juillet 2021, qui à l'heure actuelle est vraiment un texte fondamental pour aider les établissements et services dans cet accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, c'est que qui dit démarche dit avant tout un socle de base, une structuration. Et ça, c'est important parce que souvent, dans le cadre d'Intimagir, où j'exerce notamment la fonction de chef de projet, nous sommes interpellés par des établissements et services qui exposent, et c'est plutôt bien et c'est une très bonne dynamique, des actions d'ordre d'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle. Quand j'entends action, ça peut être des groupes de parole autour de la thématique de la vie intime, affective et sexuelle. Il peut s'agir d'ateliers éducatifs, notamment en structure pour enfants, adolescents ou jeunes adultes, avec des ateliers suivis, une espèce de parcours avec des thématiques précises en fonction des âges et pluriannuels. Mais très souvent, ces différentes actions liées à l'accompagnement de la vie intime ne sont pas posées autour d'un plan d'action défini au sein d'institutions et c'est pas forcément une démarche en tant que telle. La différence entre une dynamique et une démarche, c'est autant la dynamique, ça veut dire qu'on met en place des actions de terrain parce qu'on est convaincu que d'agir avec le public accompagné et les professionnels sur une thématique donnée a du sens et on attend des résultats probants par rapport à la thématique. Une démarche, c'est vraiment on embarque l'institution, on met en place une organisation et on va embarquer aussi bien les professionnels que les personnes pour lesquelles on met en place l'accompagnement dans une politique définie. Et ça, c'est super important. Pourquoi j'en parle? Parce que on peut souvent rencontrer dans les structures des professionnels qui peuvent être désabusés, fatigués, parce qu'ils ont mis en place énormément d'actions de terrain avec beaucoup de bienveillance, énormément d'énergie. Et puis, au fil du temps, on se dit, bah oui, mais il y a toujours des événements indésirables en lien avec la sexualité. On a toujours des problèmes de respect du consentement. On a toujours des problèmes de non-compréhension des codes sociaux. Et du coup, on a l'impression que tout ce qu'on a mis en place n'a pas servi. Alors, c'est pas que ça n'a pas servi, toutes ces actions, toute cette dynamique autour de la vie intime, affective et sexuelle, c'est simplement parce que ça correspond pas à une démarche institutionnelle. Ça veut dire que la démarche, en grosso modo, c'est l'environnement qu'on va créer pour que la thématique vie intime, affective et sexuelle puisse s'exprimer.
Alors concrètement, si on prend la circulaire du 5 juillet 2021, moi j'aime bien la schématiser parce que c'est important d'essayer de voir quels sont les éléments essentiels et du coup de ne pas avoir une lecture qui soit vraiment exigence par exigence au sein de la circulaire et de prendre de la hauteur. Ce qu'il faut voir dans cette circulaire, si on prend une approche, pour parler un peu un langage sanitaire, une approche processus, la circulaire, elle peut être décomposée en trois grosses parties. On a une première grosse partie qui est la partie orange, qu'on pourrait appeler le pilotage, la gouvernance. Et puis, dans ce pilotage et gouvernance, bien sûr, il y a les personnes qui sont concernées par le handicap. Dans cette première partie, pilotage-gouvernance, la circulaire du 5 juillet 2021, elle a pour vocation de dire aux directeurs des structures, aux directeurs des chapeaux des associations, voilà, aborder et faire respecter les droits et libertés en matière de vie intime, affective et sexuelle dans vos institutions, ça veut dire qu'il va falloir travailler en profondeur. Il va falloir travailler les projets d'établissement, il va falloir travailler les règlements de fonctionnement, il va falloir travailler les contrats de séjour, il va falloir former des professionnels, il va falloir mettre en place une organisation adaptée, écouter les besoins des personnes concernées par le handicap, travailler avec tous les partenaires qui sont sur cette thématique-là, parce que ça doit faire partie de la philosophie d'accompagnement. C'est-à-dire que on a dans les institutions, et vous le savez mieux que moi, une démarche qualité sur laquelle vous êtes évalué de façon régulière et maintenant de manière externe avec la Haute Autorité de Santé. Eh bien, l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle, elle doit être intégrée dans la dynamique d'accompagnement à la qualité et à la prise en charge des personnes. Et ça, c'est ce que dit la circulaire dans sa première intention. La deuxième partie de cette circulaire, c'est ce que vous pouvez retrouver en bleu. C'est grosso modo, quand je suis un accompagnant, professionnel ou pas, quelle est ma mission pour pouvoir respecter les droits et libertés des personnes concernées par le handicap au sujet de leur vie intime, affective et sexuelle. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle de professionnel? Premièrement, c'est d'informer et impliquer les personnes. Informer, impliquer les personnes, ça veut dire que les personnes, elles doivent être mises en sécurité par rapport à leur sexualité, mais aussi, quand je dis sexualité, c'est très large. Donc, je dirais par rapport à leur santé sexuelle. C'est-à-dire que les personnes, elles doivent savoir que c'est possible, elles doivent savoir que dans la santé sexuelle, il y a plusieurs axes, il y a des droits, il y a des libertés, il y a un périmètre d'expression de sa santé sexuelle, et ça, c'est le point de départ. Si on ne connaît pas ce qu'est la santé sexuelle, on ne sait pas qu'on y a le droit et que ces droits doivent s'exprimer dans un périmètre défini, suivant qu'on est en institution, qu'on vit dans un établissement, qu'on est suivi par SAV, etc., eh ben, on ne peut pas reprocher ou reprendre les personnes sur des comportements inadéquats si l'information n'a pas été donnée. Donc ça, c'est la première chose. Les impliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, elles doivent être acteurs de leurs décisions et de leurs choix en matière d'expression de leur sexualité. Ce n'est pas ni aux institutions ni aux professionnels d'être dans diriger la vie ou faire les choix à la place d'eux. On est dans l'accompagnement, on est un guide. On guide les personnes à faire leurs choix en matière de santé sexuelle. De quoi ont-ils besoin et comment je les accompagne pour, au bout du bout, eh bien, pouvoir être autonomes dans le cadre de leur vie intime, affective et sexuelle. Deuxième chose, les professionnels, leur mission, c'est bien sûr d'écouter et de recueillir les besoins. À aucun moment dans la circulaire, il a été demandé aux professionnels d'être tous des experts en matière de sexualité.
Et c'est important ce que je vous dis là, parce que très souvent, on est interpellé au niveau des intimagies par les professionnels qui se questionnent sur leur positionnement, jusqu'à où je peux intervenir dans le cadre de l'accompagnement sur cette thématique, jusqu'à où je suis professionnelle, jusqu'à où je risque d'être dans l'accompagnement à la sexualité, et là on est dans le cas de l'assistance sexuelle, et qu'est-ce qui m'est autorisé de faire. Et puis, à quel moment j'ai mes limites. Et ça, c'est important de comprendre qu'en tant que professionnel, euh, sur l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle, il y a réellement des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prise en charge de la sexualité peut relever d'un sexologue, d'un sexothérapeute, d'un psychiatre, d'un psychologue, mais pas d'un éducateur, pas d'un accompagnement de proximité. Et il faut savoir à quel moment il y a nécessité d'une prise en charge, je dirais, thérapeutique en matière de santé sexuelle, à quel moment on parle vraiment d'un trouble de la sexualité et à quel moment on est plutôt dans le cadre d'une sexualité qui doit être accompagnée parce que le handicap ne permet pas une expression de la sexualité qui est sociétalement acceptable ou qui pourrait mettre en danger la personne. Vous voyez la différence? C'est assez important et c'est subtil. Pour autant, ça permet de bien identifier. Attendez, je me permets juste de faire entrer. Il y a des personnes qui sont dans la salle. Hop, admettre, admettre. Et puis, voilà. Normalement, tout le monde est rentré. Voilà. Je suis désolée, est-ce qu'en même temps, j'admets les personnes dans la conférence? Et la troisième personne, excusez-moi, la troisième item important, la troisième mission des professionnels dans cette circulaire, c'est bien évidemment, mais je dirais que ça, c'est presque une philosophie d'accompagnement, c'est de respecter les droits et libertés des personnes, sans a priori, sans stigmatisation. On a tendance, quand on regarde la littérature, à dire, bah, il y a la sexualité, je dirais, ordinaire. Il y a la sexualité quand on est atteint d'un cancer. Il y a la sexualité quand on a une sclérose en plaques. Il y a la sexualité quand on a tel type de handicap. Pour autant, la sexualité, euh, c'est avant tout quelque chose de corporel, de biologique, d'émotionnel. C'est un ressenti sensoriel. Alors certes, cette sexualité va s'exprimer de façon différente, elle va être ressentie de manière différente, elle va être vécue de manière différente, mais sur le fond, de cloisonner la sexualité en fonction de nos singularités, c'est quelque chose qui peut être extrêmement stigmatisant et qui peut, dans le cadre de l'accompagnement de proximité, porter préjudice aux personnes. Parce que ça veut dire que dès l'instant qu'on va catégoriser, on va considérer que les droits et libertés des personnes sont différentes suivant leur singularité. Et donc, peut-être avoir un jugement dans le cadre de l'expression de l'intimité de la sexualité. Je prends un exemple tout bête. Il nous arrive souvent d'être sollicités pour dire ah ben on a été obligé de mettre le haut là parce que on a remarqué que tel résident avait plusieurs petites amies en même temps et c'est franchement pas très cool. Effectivement, sociétalement, c'est un comportement qui peut nous choquer. Je suis d'accord. Mais de quel droit pouvons-nous je dirais, procédurer, protocoliser la vie affective des personnes? Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? Si effectivement ça porte préjudice à autrui que la personne soit plutôt papillon dans sa vie intime, affective et sexuelle, ben, il va falloir travailler le sujet. S'il n'y a pas de dommage collatéral, si les personnes sont averties que la dite personne est plutôt frivole, j'ai envie de dire, c'est ce qui pourrait se passer dans la vie extérieure. Donc, c'est toujours se poser la question avant d'intervenir dans ce chapitre respect des droits et libertés des personnes en matière de santé sexuelle. C'est si j'étais à l'extérieur d'un service, d'une institution, est-ce que j'interviendrais? Et c'est important de toujours se poser la question avant d'intervenir parce que pour le coup, sinon, on est dans le jugement. Et puis,
La troisième partie de cette circulaire, elle est vraiment plutôt dans la dynamique attention. Il faut absolument qu'il y ait une procédure et un accompagnement donc à la prévention, au repérage des violences sexuelles, d'une part, mais aussi une démarche d'accompagnement aussi bien des victimes et des auteurs. Et c'est un sujet qui est important parce que si l'accompagnement des victimes est relativement bien mis en place et qu'on a beaucoup de ressources, on se rend compte, en tout cas chez nous en Normandie, que l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles est beaucoup plus problématique. Bon nombre de structures nous interpellent en disant, bah voilà, il y a eu un cas de violence sexuelle. Si j'écoute la circulaire, je suis censée écarter l'auteur et la victime au sein de mon institution. Or, architecturalement, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Alors, quand c'est possible, il y a effectivement, la personne peut être transférée dans une structure aval. Pour autant, bien souvent, on déplace la problématique. C'est-à-dire que la structure aval va recevoir l'auteur présumé de violence sexuelle sans forcément avoir une information de ce qui a pu se passer et on nous rappelle parce qu'il y a eu récidive. Donc, on voit bien que sur la gestion des auteurs de violences sexuelles, on a matière à avoir un accompagnement qui soit plus adapté et, je dirais, plus structuré pour éviter le risque de récidive. Donc, une fois qu'on a compris que la structuration de la circulaire, elle est vraiment en trois parties, le pilotage, l'accompagnement professionnel et la dynamique de prévention, et qu'on le lit de cette façon, je dirais, un peu en hauteur, eh bien, ça permet de pouvoir adapter cette circulaire en fonction du type de structure dans lequel on travaille ou que l'on dirige. Alors, hop, est-ce que ça ne veut pas passer? Je suis désolée, la diapo ne veut pas passer. Je vais faire ça, hop, et je vais le remettre en début. Hop. Alors, on va voir, mais vraiment de façon très macro, les trois parties. Dans le pilotage qu'on retrouve comme éléments fondamentaux, c'est les directions, les établissements doivent mettre en place un engagement formalisé à l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle. Ça veut dire quoi? Il doit y avoir une politique. Cette politique, elle doit exprimer quelles sont nos valeurs au sein de notre institution. Ça veut dire quoi? Accompagner la vie intime, affective et sexuelle. Et cette valeur, ce point de départ, il va pas être le même si on est dans un IME, si on est dans une structure ESAT, si on est dans un foyer de vie, dans un foyer d'accueil médicalisé ou dans une structure d'accueil de jour. On n'aura pas du tout déjà les mêmes injonctions en termes d'accompagnement et on n'aura pas les mêmes problématiques et besoins du public accueilli. Donc, il est nécessaire, avant de déployer sa démarche, de se dire, nous, par rapport à notre structure, par rapport au public qu'on accompagne, ça veut dire quoi accompagner la vie intime? Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la circulaire, c'est avant tout un outil de prévention. Pourquoi on a été obligé de faire une circulaire? Pourquoi on est obligé de mettre en place des indicateurs, des référents, etc. C'est parce qu'on sait que le risque de violence sexuelle pour les personnes qui sont concernées par le handicap est largement majoré. Le risque, il est réel, il est important et que pour prévenir ce risque d'abus sexuels, de violence sexuelle, eh bien, il faut passer par un accompagnement adapté, par l'éducation, l'information et la structuration d'un environnement. Et c'est vraiment le leitmotiv de cette circulaire. Donc, si je suis en ESAT, je dois me poser en me disant, moi, avec mes travailleurs ESAT, ce sujet de la vie intime, affective et sexuelle, comment je peux l'aborder pour répondre aux justes besoins de mes travailleurs ESAT et répondre à leurs besoins et les mettre finalement en sécurité pour qu'ils puissent exprimer leur sexualité comme bon leur semble, mais sans prendre de risques. Deuxième point, c'est qu'une fois que vous avez défini quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous accompagner la vie intime, il va falloir le communiquer et le communiquer de manière adaptée et à tout le monde. Ça veut dire à qui? Ça veut dire, premièrement, à tout ce qui est de l'ordre du CVS, aux professionnels,
aux familles de personnes que vous accompagnez et puis aux personnes accompagnées. Parce que, encore une fois, comme dit en préambule, une personne qui ne sait pas que la sexualité, la santé sexuelle est possible et que c'est un droit et une liberté au sein de sa structure, va être potentiellement dans une conduite soit à risque parce qu'elle va avoir des activités sexuelles en cachette, ne va pas oser demander l'information et prendre des risques. C'est important que les familles soient informées que le sujet de la santé sexuelle, il est primordial et fait partie intégrante du parcours d'accompagnement des personnes accueillies pour pas que, une fois que, imaginons qu'un couple se forme et que vous autorisez que les personnes puissent dormir ensemble, la famille vous tombe dessus en disant ah non non moi je suis pas d'accord, ma fille je ne veux pas qu'elle ait de vie intime, affective et sexuelle. Si en amont il n'y a pas eu une information comme quoi ça fait partie intégrante de la santé des personnes accueillies, et que ce sujet-là, vous allez y veiller comme le respect de tous les autres droits des citoyens, eh bien, il est normal que vous puissiez avoir des familles qui s'insurgent du fait que ce sujet-là soit accompagné. Autre chose, il est nécessaire également que les professionnels, ils aient une communication de quel est le positionnement de la direction par rapport à ça. Trop souvent, des professionnels se disent, bah, je vais prendre un exemple très concret, s'interrogent sur, ah, bah, on a repéré que telle personne a des besoins en matière de sexualité, qu'il y a une forme de frustration parce qu'elle n'arrive pas à accéder à cette sexualité avec un ou une partenaire, et il nous semble opportun de peut-être l'aider avec notamment l'achat d'objets sexuels. Imaginons, eh bien, quelle est la position de la direction sur ce sujet? Est-ce qu'un éducateur, un moniteur éducateur, peu importe, a la possibilité d'accompagner une personne à choisir un objet sexuel pour qu'il puisse avoir accès à son plaisir? C'est pas quelque chose qui est actuellement formalisé ou décrit dans tous les établissements. Or, ça fait partie de la réflexion. Lorsque deux personnes vous demandent de dormir ensemble, il y a beaucoup de professionnels qui sont encore dans le questionnement de dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Alors, si c'est deux personnes qui sont dans la même structure, bah, pourquoi pas? Mais si le partenaire habite à l'extérieur et veut rentrer dans le foyer ou dans la structure d'hébergement pour dormir, est-ce qu'on est autorisé à accepter une personne extérieure à dormir? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements qui fait que si c'est pas posé, on ne sait pas dans un IME, le nombre de fois où quand on a des réunions de débriefing avec les professionnels, il y a un véritable questionnement sur ce qui est autorisé pour les jeunes majeurs et puis les mineurs. C'est comment, dans cette mixité de population, on va accéder, on va permettre, par exemple, à des jeunes de 18-19 ans, peut-être d'exprimer leur vie intime, affective et sexuelle, comme dans un foyer pour adultes, alors qu'à côté, on a un public mineur. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on interdit tout? Et il y a beaucoup de questionnements qui montrent bien qu'il y a besoin d'avoir des lignes directrices pour que les professionnels soient sécurisés dans leur accompagnement. Il y a vraiment quelque chose qui leur dit, vous êtes, voilà, c'est ça chez nous, accompagner la vie intime et vous êtes dans ce périmètre-là et votre rôle en tant que professionnel, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire, c'est presque mettre en place une charte déontologique de qu'est-ce que l'accompagnement à la vie intime au sein dans la structure, excusez-moi, dans les services également d'accompagnement à domicile. Très souvent, on a des questionnements sur des services d'accompagnement à domicile en disant, bah voilà, on a repéré que telle personne se mettait en danger, comment on peut agir? Est-ce qu'on a le droit d'agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas trop intrusif? Bah, tout ça, ça doit être formalisé en amont. Troisièmement, il est absolument indispensable qu'il y ait un plan de formation autour de la vie intime, affective et sexuelle au sein des institutions et des services. Ça ne veut pas forcément dire que on est à des plans de formation où tout le monde doit avoir une formation de 3, 10, 15 jours. Non. À minima, tout le monde doit être sensibilisé à ce que c'est la santé sexuelle. Déjà, première chose, la santé sexuelle, c'est quoi? Quand on parle de santé sexuelle, qu'est-ce qu'on inclut dedans? Deuxième chose, qu'est-ce que sont les droits en matière de vie intime, affective et sexuelle? Et comment on peut les exprimer? Quels sont les interdits? Ça, c'est la base.
Et quatrième point indispensable, c'est quelle est la posture professionnelle? À quel moment on risque d'être maltraitant en matière d'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle? Quelles sont les choses qui sont absolument indispensables à savoir et à accompagner en matière de VIAS? Et puis, après, il va y avoir des formations beaucoup plus spécifiques suivant les rôles que vont avoir les professionnels au sein des structures. On va y revenir plus tard, mais si on est référent vie intime, affective et sexuelle, c'est sûr qu'on a besoin d'une formation un peu plus intense et important que si on est juste dans le cas, on n'aura pas de rôle spécifique dans l'accompagnement avec une fonction de repérage ou une fonction d'échange avec les personnes accueillies. Quatrièmement, il est nécessaire que la direction, elle, structure pour qu'il y ait des ressources et des moyens disponibles pour que cet accompagnement se fasse dans des bonnes conditions. Donc, bien sûr, au niveau RH, ça va être, et c'est l'obligation, identifier un référent ou des référents vie intime, affective et sexuelle, mais qui dit les identifier, c'est pas juste l'identification, il faut qu'ils aient le temps de faire leur mission. Si on a un référent VIAS, mais qu'il y a zéro temps de mis à disposition en dehors du temps d'accompagnement pour pouvoir prendre en compte cette mission complémentaire, bah, ça ne va pas donner grand-chose. Au niveau organisationnel, s'il n'y a pas un moment assez identifié pour pouvoir, je vois qu'il y a une plaque, admettre, excusez-moi, j'admets en même temps. S'il n'y a pas des moments dans l'organisation de services de prévus pour discuter des troubles du comportement, euh, de discuter sur des événements porteurs de risques en matière de sexualité, euh, des choses qui vous mettent un peu la puce à l'oreille pour éviter que le risque n'arrive, eh bien, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on travaille toujours dans l'urgence. On va être face à des situations, on n'a pas le temps de se parler, on n'a pas eu le temps de formaliser, et puis chacun agit dans l'urgence. Et puis, bah, il y a récurrence des événements indésirables parce qu'on n'a pas traité le fond et surtout on n'a pas eu le temps de se poser. Donc, un temps organisationnel, ça veut dire la possibilité de se poser avec des personnes ressources qui ont envie de travailler ce sujet-là pour savoir, bah, au sein de l'institution, du service, qu'est-ce qu'il est urgent de mettre en place et comment on fait pour le mettre en place. Ça ne veut pas dire une réunionite aiguë toutes les semaines, mais ça veut dire quand même des temps d'échange où on ne va parler que de ce sujet parce qu'il est fondamental. Et puis, la direction aussi doit réfléchir au niveau architectural. Je vais être très caricaturale quand je dis ça, mais mettre en place un accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle si, à la base, l'intimité des personnes n'est pas respectée, on va vraiment être pas dans l'efficacité. Un exemple tout bête, pour essayer d'illustrer mes propos, euh, je me souviens d'une structure sur laquelle j'avais eu un accompagnement où il y avait déjà on n'était pas sur des groupes de parole, mais plutôt des ateliers éducatifs en matière de vie intime, affective et sexuelle. Et j'ai un petit peu visité les locaux et je me rends compte, alors ça, c'est effectivement, on peut pas, il y a une petite question budgétaire, mais déjà, les chambres étaient partagées, il n'y avait pas moi j'appelle ça des parvents pour séparer les lits. On était sur un public jeune, ce qui veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une intimité, je pense notamment à la masturbation, sans que le voisin ou la voisine puisse prendre part à l'acte de plaisir. Et puis, au niveau de tout ce qui était les sanitaires, on était encore sur des sanitaires qui étaient en commun. Alors, bien évidemment, on ne va pas pouvoir faire tout tomber et tout reconstruire, ça je l'entends, mais ça veut dire que peut-être dans un plan d'action ou une réflexion ou par exemple sur les valeurs de la direction, bah, le point primordial dans l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle, c'est repenser les locaux pour respecter l'intimité des personnes. Et au-delà de l'argent, c'est comment on peut mettre des parvents, comment on peut faire une organisation pour que les personnes ne se retrouvent pas à se trimballer à moitié nues dans les couloirs. C'est comment on organise et on identifie les points à risque.
Ça peut être aussi, hein, moi je me souviens d'un audit que j'avais mené dans une structure euh, où pour gagner du temps, et là on est vraiment dans la maltraitance, mais après voilà, je mets pas, je porte pas de jugement sur les professionnels, hein. Il y avait aussi cette tension en termes RH qui fait qu'il fallait tout faire vite, etc. Et puis on était dans une structure vraiment avec des personnes très dépendantes, mais donc qui réalisaient la toilette du visage des personnes lorsqu'ils étaient en train de faire leurs besoins sur le toilette. Donc, si on respecte pas la personne dans son intimité et qu'on est par surcharge de travail en capacité de laver la personne alors qu'elle fait ses besoins, vous imaginez bien que la notion de l'intimité ne sera jamais intégrée et que d'aller faire là-dessus des ateliers éducatifs et tout ce que vous voulez en matière de vie intime, affective et sexuelle, on est complètement à côté. Donc c'est important de repenser la base. C'est est-ce que les personnes, déjà, est-ce qu'on respecte dans l'environnement, on respecte leur droit à l'intimité et est-ce que ça nécessite des aménagements ou pas? Donc l'architecture, l'environnement, est-ce que les personnes, elles ont le droit d'exprimer leur sexualité? Je reprends un autre exemple qui est aussi, qui fait pas partie de l'architecture, mais de l'environnement. J'ai pu visiter pas mal de structures où il y avait des agendas où les gens enfin, il y avait une espèce d'agenda pour que les personnes soient autorisées à dormir ensemble. Et ben là déjà, même si je peux comprendre, parce que voilà, on demande toujours l'argumentation, car c'est pour qu'ils soient pas trop fatigués, parce que ceci, parce que cela, c'est de se repenser les choses en se disant, déjà l'histoire de l'agenda pour dormir ensemble, c'est pas très respectueux de la liberté des personnes, mais d'autre part, ça veut dire que si on est obligé de faire ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose euh, il y a un risque qu'on n'a pas identifié, ou en tout cas sur lequel on n'a pas mis les bonnes actions. Mais le fait de restreindre le temps et la possibilité euh, de dormir ensemble, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de réfléchir à pourquoi on a l'impression qu'il est nécessaire de réduire ce temps. Parce que si on réduit le temps, c'est que forcément, on va pas être dans le respect des droits et libertés de la personne, c'est qu'on l'a contraint à un mode de fonctionnement qui n'est pas surtout pas la liberté et que du coup, on lui respecte pas ses droits. Mais si on est amené à faire ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous dit que si on lui laisse toute la liberté, il y a un risque. Et donc, il faut remonter pour identifier quel est le risque. Pourquoi on pense qu'il est nécessaire de limiter la liberté en matière de dormir ensemble. Et enfin, dans le cadre de cette circulaire, la direction a l'obligation de mettre en place une politique de prévention et gestion des risques des violences sexuelles. C'est la fameuse procédure que vous retrouvez dans la partie 3 de la circulaire. Alors, je suis obligée de ressortir. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas à chaque fois. Voilà, on va remettre là. Sur la partie accompagnement des professionnels, j'y reviens pas parce que je l'ai détaillé. Et la partie sur la politique de prévention des violences sexuelles, la procédure, j'y reviens pas parce que c'est également ce qu'on a évoqué. Je reviens maintenant. Hop, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà. Je reviens sur la pertinence de prendre de la hauteur par rapport à cette circulaire. On serait tenté, et c'est normal, de prendre ce document comme tout document qui nous nécessite une certaine contrainte et certaines exigences de mise en place avec des indicateurs, de se dire, bah, je regarde toutes les exigences et puis je vais faire mon plan d'action comme ça en me disant, bah, qu'est-ce que je mets comme action à chaque exigence. Sauf que ça veut dire qu'on a le nez dans le guidon et qu'on ne s'est pas intéressé à ce qui était pertinent ou non et ce qui relevait ou non de notre institution et de notre public. Il y a il y a X structures et il y a une infinité de singularités de personnes. Et ça, c'est vrai, quel que soit le type de handicap. Quel que soit le type de handicap, les besoins des personnes ne seront pas les mêmes. Donc, ça veut dire que cette circulaire, elle ne peut pas être une recette miracle
ou un protocole à mettre en place en copier-coller sur toutes les structures et tout type de public. Et ça, c'est relativement important parce que ça évite notamment le type de question que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est ah ben moi je suis dans une structure ESAT et j'ai l'obligation de mettre en place un espace intime. Non, non. Une structure ESAT, c'est une structure, c'est un établissement d'aide par le travail. C'est-à-dire que les gens, ils viennent et ils ont une activité professionnelle. Est-ce que nous, je dirais, dans tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, hors institution, eh bien, il y a des lieux intimes pour avoir une vie intime sur nos lieux de travail. Donc, c'est la même chose pour les actes. On n'a pas. Alors, j'entends hein, quand il y a cette argumentation de dire oui, mais c'est le seul moment où les personnes peuvent se rencontrer. Alors, on peut travailler le sujet en amont, en aval et pendant les pauses. Pour autant, il n'y a pas d'obligation d'avoir des espaces intimes. Même chose quand on est dans un centre d'accueil de jour. Quand on fait une activité de jour, où les personnes vont venir sur des temps donnés avec des agendas et des calendriers d'activités, ils viennent faire une activité. L'une des activités pourrait être activité autour de la connaissance et de l'interconnaissance sur la santé sexuelle. Pour autant, un accueil de jour, c'est un lieu où on vient chercher de l'occupation d'informations, des compétences. C'est pas un lieu pour venir exprimer sa sexualité. Par contre, si effectivement on est un lieu d'hébergement, on est dans une structure, une foyer de vie, un foyer d'hébergement, un femme, quoi que ce soit, c'est le lieu de vie. Donc effectivement, là, dans le lieu de vie, le côté d'avoir un espace pour exprimer son intimité, là, on a toute, on se doit de respecter cette exigence. Donc ça, c'est important. C'est important parce que il faut pas se mettre des contraintes qui n'existent pas ou aller plus qu'on demande parce que ça n'a pas véritablement d'intérêt. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt à aller mettre en place un espace intime en ESAT pour qu'ensuite on puisse dire bah oui, mais les personnes, quand elles viennent au poste de travail, il y a des chipotes, elles n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui se passe chez eux, dans leur couple et ce qui se passe sur le lieu de travail. Bah oui, mais si déjà nous, on ne fait pas la distinction entre c'est un lieu de travail et c'est un lieu intime, bah, c'est très difficile après aux personnes de pouvoir se positionner. Donc, pour ne pas induire les personnes en difficulté, il y a des lieux intimes où on fait des choses, d'autres non, mais la mise en place de lieux intimes n'est nécessaire que quand c'est un lieu de vie. Alors, les fondamentaux par rapport à cette circulaire. Premièrement, je vous ai parlé d'il faut former les professionnels et parmi la formation, je vous ai dit il fallait également, et c'est ce que demande la circulaire, qu'il y ait des référents vie intime, affective et sexuelle. Il est absolument nécessaire, même si c'est pas stipulé de cette manière-là dans la circulaire, que les référents vie intime, affective et sexuelle soient formés et qu'ils aient une fiche de mission. Trop souvent, quand on va en structure, on se rend compte que les personnes sont dans l'inconfort par rapport à cette mission de référent vie intime, affective et sexuelle parce que leur contour de mission n'est pas défini. À quoi va servir le référent VIAS au sein de mon service ou au sein de mon institution? Et comme on n'a pas véritablement de guidelines pour le mettre en place, eh bien, ça va dépendre de l'institution. Est-ce que le référent VIAS dans ma structure, j'ai envie que ce soit l'interlocuteur privilégié avec les personnes pour des entretiens individuels? Et dans ce cadre-là, eh bien, je vais m'assurer que la personne, elle est formée pour assurer ce type d'accompagnement. Est-ce que plutôt dans ma structure, je pense que le référent VAS, il est plutôt l'équivalent d'un assistant qualité et il déploie un plan d'action, une dynamique en matière de vie intime, affective et sexuelle? Qu'est-ce que je lui donne comme mission et jusqu'à où vont ces missions? À quel moment ça s'arrête? Est-ce que c'est lui qui va chercher les partenaires locaux pour réorienter les personnes? Est-ce que c'est lui qui va s'assurer que le sujet de la vie intime, affective et sexuelle est bien abordé au moment des évaluations des projets de vie? Il y a vraiment un gros questionnement sur qu'est-ce qu'on donne comme mission aux référents. Et ça va dépendre de vos besoins, de votre public et de votre organisation, puisqu'on n'a pas de guidelines associés.
Ensuite, la structuration, elle doit être validée, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne peut pas avoir une seule et unique personne qui soit en charge de cette thématique qui est extrêmement lourde. Et puis surtout, si vous avez qu'une seule personne, lorsque la personne, elle démissionne, ben, vous n'avez plus personne. Et du coup, la dynamique vie intime, affective et sexuelle, ben, elle retourne à zéro. Donc, il faut en avoir plusieurs. Mais la structuration, elle doit être validée et elle doit être pertinente. Alors, je vais vous en présenter des exemples juste après, mais on peut très bien imaginer qu'il y a un coordonnateur de la vie intime, affective et sexuelle, un coordonnateur de la démarche, grosso modo la personne qui va déployer la circulaire, et puis vous avez des référents de vie intime, affective et sexuelle dans les différentes structures ou établissements de l'association. Mais vous pourriez avoir d'autres structurations. C'est à vous d'identifier ce qui semble pertinent pour que, un, ça soit pas une seule personne qui porte la chose et qu'il y ait à la fois une action en profondeur, c'est-à-dire un ancrage de la démarche vie intime, affective et sexuelle dans l'institution, mais aussi une dynamique active auprès des personnes. Et c'est ça qui est important. Et c'est en fonction de comment vous allez déployer ça que vous allez définir votre structuration. J'ai renoté dans les fondamentaux la politique d'accompagnement de la vie intime, hein, j'y reviens pas, mais les valeurs, les objectifs stratégiques en matière d'accompagnement de la vie intime, elles doivent être formalisées. On doit les retrouver dans le projet d'établissement. Ça doit apparaître dans les règlements de fonctionnement, dans les contrats de séjour. Il doit y avoir une charte vie intime, affective et sexuelle qui est co-construite avec les personnes concernées. Et puis, il doit y avoir des lignes conductrices, même si ça apparaît pas dans la circulaire, pour les professionnels, pour la même façon que je vous évoquais tout à l'heure, ils sachent où ils mettent les pieds. Accompagner la vie intime, affective et sexuelle dans mon établissement, ça veut dire je suis autorisée à faire ceci, cela, je ne suis pas autorisée à faire ça, mais si j'y suis pas autorisée, qui le fait? Vers qui je m'oriente? Quelles sont mes personnes ressources relais? Donc tout ça, ça doit être formalisé et communiqué. Autre point, les fondamentaux, c'est bien sûr d'avoir des outils pédagogiques et des outils pédagogiques qui soient adaptés à votre public. On ne va pas travailler le sujet de la vie intime, affective et sexuelle de la même manière qu'on est avec un public qui présente des troubles du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle légère ou une déficience intellectuelle très importante, une personne qui va avoir un trouble psy. Voilà. Tout est je dirais, en adéquation. Les outils, il est nécessaire d'avoir une banque d'outils, mais surtout que cette banque d'outils, elle soit partagée. Il faut que quand, par exemple, il nous arrive de travailler auprès d'associations, on a à la fois IME, foyer de vie, femmes, etc. Il est important que ces outils soient mis à disposition de l'ensemble des professionnels et des structures, parce qu'il n'y a rien de plus déstabilisant que d'avoir, par exemple, au foyer de vie pour travailler le consentement, on a tel type d'outil. Ah, à l'IME, on utilise tel type d'outil. Et il n'y a pas de communication et de fluidité entre les outils, ce qui fait que les personnes, quand elles changent de structure, elles sont totalement perdues et perdent leur repère. On repart à zéro. Donc, il y avoir vraiment une communication et une banque d'outils propre à la structure. Prévoir un plan de formation des professionnels, ça je vous l'ai évoqué. La procédure sur les violences sexuelles, je vous en ai parlé. Mettre en place une communication qui soit vraiment adaptée auprès des familles. On sait que si on n'embarque pas les familles sur ce sujet, sur cette thématique, c'est un risque de frein sur toutes les actions et tous les accompagnements que vous allez mettre en place. Alors, comment ça peut se faire? Ça peut se faire par des cafés partage. Ça peut se faire par le biais de forums où la thématique de la santé sexuelle va être abordée. Ça peut être abordé pendant l'évaluation des projets de vie. Ça peut être par des newsletters. Mais dans tous les cas, les familles doivent être partie prenante de cette thématique et doivent être vraiment des alliés. Pourquoi c'est important? C'est important aussi parce que quand il y a des troubles du comportement sexuel, et que vous mettez en place des actions pour résoudre le trou. Je prends un exemple tout précis. Là, juste avant d'avoir cette visio, j'étais avec un établissement qui rencontre des difficultés avec un jeune homme de 16 ans qui
présente un autisme sévère avec des troubles cognitifs importants et qui a des comportements inadaptés. Il a tendance à uriner un peu partout, à sortir son sexe en permanence, à se frotter, et les comportements sont récurrents et ça met en danger les autres. Sauf que cette personne, il y a des choses qui sont mises en place la semaine, mais tous les week-ends, il revient chez ses parents. Il y a actuellement une espèce de fossé entre ce qui se passe au sein de l'IME durant la semaine et la communication avec les parents sur ce sujet-là. Si vous mettez en place des choses et que le week-end, ça n'est pas respecté, bah, quand vous récupérez, et c'est le cas le lundi, la personne, eh bien forcément, tous les efforts que vous avez menés jour après jour dans la semaine pour avoir un accompagnement adapté, eh bien, vous repartez à zéro, voire même avec des frustrations en plus. Donc, les familles, elles doivent être intégrées, elles doivent vraiment faire partie prenante du projet tout en respectant l'intimité de la personne, parce qu'à un moment donné, ils vont vous apporter un regard nécessaire pour accompagner au mieux la personne. Créer un réseau. Alors, j'ai marqué aussi les accueillants familiaux, parce que très souvent, hein, lors des permanences Antimagir, on rencontre des personnes qui sont dans des familles d'accueil pour lesquelles le sujet de la sexualité est vraiment un sujet hyper tabou, pas abordé, des familles d'accueil pas du tout à l'aise avec le sujet, et ils sont en difficulté. Les familles d'accueil ont besoin aussi d'être dans cette thématique-là. Créer un réseau de partenaires de proximité pour réorienter les personnes. Lorsque on arrive aux limites de ce que les professionnels d'accompagnement de proximité vont pouvoir donner comme information et que la personne relève d'une prise en charge clinique, il est nécessaire d'avoir un réseau de tous les partenaires qui vont pouvoir accueillir la personne. Ça peut être planning familial, les centres de santé sexuelle, le sexologue, sexothérapeute, ça peut être le psychiatre, ça peut être un psychologue, mais à minima, qui soit ouvert à cette thématique-là et qui soit en capacité d'accueillir des personnes concernées par le handicap. Identifier un temps organisationnel, ça je vous en ai parlé. Il est également important d'identifier au sein de vos structures une personne qui est en capacité, alors souvent par défaut, c'est souvent le psychologue quand il y en a un dans la structure qui est identifié pour ce type d'entretien, mais c'est de pouvoir donner la possibilité aux personnes de s'exprimer sur la thématique. Les personnes, si elles n'ont pas la possibilité, si elles ne savent pas qu'il y a une personne qui va pouvoir répondre à leurs questions, en tout cas dans un premier temps les écouter, pour lequel le sujet n'est pas tabou, qu'il n'y aura pas de jugement, qui est ouvert d'esprit, eh ben, ils vont garder ça et ils vont aller chercher l'information ailleurs. Alors, quand on n'a pas l'info, quand on se pose des questions, et notamment pendant l'adolescence, bah, qu'est-ce qu'on va? On va chercher sur Internet, on va chercher sur les réseaux sociaux, on va demander aux copains et machin. Et pourquoi on a autant de violence parfois dans les couples? Parce que les références sexuelles de certains couples sont uniquement faits au travers de films pornographiques, dans lesquels il y a souvent une très grande violence. Et cette violence fait partie d'une forme de normalité puisqu'on n'a pas d'expérience propre. Et donc, on rencontre après des couples qui disent effectivement vivre une santé sexuelle très difficile, compliquée, douloureuse. Et quand on retourne à la racine, on se rend compte, bah oui, parce que effectivement, comme ils n'ont pas trouvé le moyen d'en parler, eh ben, ils ont été chercher l'info, mais l'info n'était pas la bonne. Il faut également, et ça c'est important, c'est de définir qu'est-ce qu'on n'écrit pas et où on l'écrit en matière d'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle. Il y a ce qui relève de la vie intime de la personne. Que Rosalie soit amoureuse de Damien, c'est sa vie intime, il n'y a pas de raison de le formaliser nulle part. Par contre, que Rosalie soit amoureuse de Damien, mais que Damien a une maturité sexuelle très développée et que Rosalie est plutôt très naïve en matière de sexualité et que vous avez conscience qu'elle n'a pas d'éducation à la sexualité, oui, ça nécessite de formaliser quelque chose. Pas formaliser le fait qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui potentiellement pourrait la mettre en risque, mais formaliser le fait que pour que Rosalie puisse vivre ce qu'elle souhaite,
avec son ami, il va falloir lui apporter un lot de connaissances et de compétences pour qu'elle puisse vivre en autonomie sa vie intime. Vous voyez, la subtilité, c'est toujours de se dire qu'est-ce qui relève du risque en matière d'intimité et qu'est-ce qui relève du droit à la liberté des personnes. Tout le monde a le droit de vivre une sexualité, mais on n'a pas tous les mêmes connaissances, compétences pour être en sécurité dans notre sexualité. Et le rôle des professionnels, c'est de repérer où sont les risques, de formaliser ces risques et de voir comment, en tant que professionnel, avec peut-être les réseaux de partenaires, on va pouvoir permettre à la personne de ne plus être en risque pour être autonome dans l'expression de sa sexualité. C'est différent de se dire, je vais lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire, etc. Ça, c'est important. Et puis, c'est également important, mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est que ce soit très clair et que ce soit formalisé, quelles sont les directives de l'institution en matière du vivre ensemble. Comment on permet au sein du service à l'institution l'expression de la sexualité. Est-ce qu'on autorise à dormir ensemble? J'ai envie de vous dire, ben oui, parce que de toute façon, c'est un droit. Mais du coup, pour autoriser ça, il faut réfléchir. C'est-à-dire que quand la bonne question, c'est pas de se dire est-ce qu'on autorise ou pas à dormir ensemble deux personnes. La bonne question, c'est de se dire, est-ce que les deux personnes savent à quoi s'en tenir? Est-ce qu'ils savent ce qui peut se passer dans la chambre? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Et en fonction de ça, est-ce qu'ils sont en capacité de faire un choix? Si déjà ils sont pas en capacité de faire un choix parce ils savent pas ce que c'est que potentiellement dormir ensemble, faire l'amour, etc. Ben, ça veut dire qu'avant de dire oui, il va falloir leur apporter un lot d'informations. Et puis, une fois que ça c'est acquis, bah, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'ils sont en capacité, si à un moment donné ils sont pas d'accord, d'exprimer le non? Et donc ça, c'est une deuxième étape, c'est l'acquisition des compétences, de savoir dire non et de savoir euh, s'opposer. Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux. Et puis, j'y reviens et franchement, j'insiste beaucoup là-dessus. L'essentiel, eh bien, c'est qu'il y a une posture professionnelle qui soit harmonisée dans la structure ou dans les services d'accompagnement. Il n'y a rien de pire quand on accompagne les personnes euh, d'avoir des avis ou des accompagnements hétérogènes en fonction de l'humeur ou tout simplement des valeurs du professionnel. Je prends un exemple tout bête, souvent en IME, et pourquoi je fais référence à l'enfance? Parce qu'effectivement, c'est une vraie problématique, hein, cette mixité de personnes entre des enfants mineurs, des enfants majeurs sexuels et puis des majeurs en âge. Bah, comment on mixe tout ça et on permet le respect des droits et libertés. Et souvent, eh bien, on se rend compte quand on débriefe qu'il y a des professionnels qui vont autoriser les bisous. Bon, bah ça pose pas de problème. Après, d'autres professionnels vont dire, bah oui, mais moi, les bisous, c'est s'il n'y a pas la langue. S'il y a la langue, je trouve que c'est pas terrible et ça se fait pas en public. Puis après, on va avoir, bah ouais, bah moi, quand les jeunes, ils sont dans le fauteuil, dans le petit salon, ça m'embête quand ils se font des câlins. Ah bah moi, ça m'embête pas. Bah, mais moi, ça m'embête, c'est quand ils commencent à avoir des étreintes un petit peu plus serrées. Vous voyez, c'est plein de petits détails, mais si, en fonction de l'éducateur, on n'a pas les mêmes niveaux d'acceptation de ce qu'on trouve acceptable et non gênant pour les autres résidents, eh ben, on va avoir un accompagnement hyper hétérogène. Alors, je sais pas moi, lundi soir, c'est Martin qui est de garde, d'astreinte, et il va autoriser tout. Et puis, Bénédicte, c'est le mardi. Vous imaginez les enfants, eh ben, ils vont pas du tout avoir une bonne vision de ce qu'est l'expression de la sexualité, dans quel périmètre on peut l'exprimer, si c'est individu dépendant. Donc, la posture professionnelle, ça veut dire eh bien, avoir un juste équilibre entre le respect et droit à la liberté des personnes en tant que citoyens, mais aussi eh bien, de savoir et d'être en capacité de prévenir le risque. Si j'autorise ou j'autorise pas, c'est parce que je me suis posé la question du risque. Quel est le risque pour la personne de faire tel ou tel agissement, d'autoriser ou pas, d'accepter tel ou tel comportement? Et c'est vraiment très différent que de prendre le comportement en soi. Il y a plein de comportements qui sociétalement peuvent paraître inacceptables,
Pour autant, ça va pas être un comportement à risque sexuel. Hein, c'est vraiment très important. Il faut voir que dans la sexualité, on a les comportements socialement inacceptables euh, et donc qui vont nous gêner, mais qui n'ont pas d'impact. On va avoir des comportements sexuels qui sont inadaptés, mais qui sont liés au handicap. On a des comportements qui sont des comportements, je dirais, paraphiles, c'est-à-dire des comportements sexuels qui sont considérés comme pas normatifs, même si j'aime pas ce nom-là, et qui fait que effectivement, sociétalement, c'est quelque chose de considéré comme très particulier, une exception, mais qui n'engendre pas de risque chez la personne. Je prends par exemple les pratiques sadomaso. Hein. On sait que chez certaines personnes, il y a ces pratiques-là, pour avoir été confronté dans certains établissements. Si c'est consenti par les deux personnes et qui connaissent les règles, c'est dérangeant, on va pas pouvoir interdire, on va pouvoir informer, sensibiliser. Par contre, si ces pratiques-là sont faites et que ça met en risque les autres, eh bien là, on relève vraiment d'un comportement paraphile dangereux. Vous voyez, tout à une échelle. Mais en tout cas, le professionnel, il doit avoir une espèce de charte déontologique qui lui permet de se positionner entre qu'est-ce que sont les comportements à risque et sur lesquels je m'autorise à réfléchir avant d'être dans l'acceptation et qu'on soit tous bien dans la même longueur d'onde pour qu'on n'ait pas des décisions qui soient vraiment en fonction de nos valeurs et de qui on est. Parce que la thématique, elle est tellement taboue qu'on est obligé à un moment donné de faire référence à ce qu'on est et ce qu'on vit. Sauf que quand on est un accompagnant professionnel, on a son costume de professionnel et ce qu'on voit, ce que l'on vit n'est pas notre vie. Et ça, c'est important de se le remémorer en permanence. Alors, en résumé, par rapport à la circulaire, il y a donc des valeurs. Les valeurs, il faut les poser, il faut qu'elles soient formalisées, il faut qu'elles soient construites. Ces valeurs, on en fait une politique. C'est-à-dire que les valeurs, c'est la petite phrase qui va bien, qui dit c'est quoi accompagner la vie intime, affective et sexuelle dans ma structure, dans mon service. La politique, c'est quels sont les objectifs que je souhaite atteindre cette année, l'année prochaine ou dans 5 ans. Ensuite, je communique cette politique. Ensuite, il va y avoir la santé sexuelle que je vais intégrer dans l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire que le projet d'accompagnement des personnes, j'y intègre la santé sexuelle et je l'intègre à tout niveau, à son accueil, pendant son accompagnement, pour son accès aux soins, pour son accès en information, pour lui permettre d'accéder à l'expression de sa sexualité, vers l'ouverture aux autres, euh, pour répondre à ces problématiques de santé. Vraiment, la santé sexuelle, c'est vaste, mais mon rôle en tant que professionnel, c'est d'y répondre dans tous les axes possibles. Pour ça, j'ai besoin de personnes ressources. Ces personnes ressources, déjà à la base, il faut absolument qu'ils soient volontaires. Le sujet, il est vraiment, vraiment trop tabou pour désigner, comme dit, et pour le coup, je suis désolée, hein, je suis un peu, je réagis par rapport à ce terme de désigner qu'il y a dans la circulaire, mais on ne peut pas désigner quelqu'un sur ce sujet-là. La personne, elle doit être avant tout volontaire. Est-ce que ce sujet n'est pas tabou? Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à l'intérieur de la personne qui pourraient donner une coloration négative à l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle? Et j'en ai fait exprès de marquer personne ressource avec un S parce qu'un seul référent, une seule personne ne peut pas porter toute la démarche. Donc, dans les personnes ressources, vous allez trouver le référent, mais potentiellement, vous allez avoir l'infirmière, la psychologue, vous pourriez avoir un ergothérapeute, vous pourriez avoir un parent de personnes accompagnées, vous pourriez avoir des personnes accompagnées. Donc, les personnes ressources, c'est à vous de le constituer. Mais en tout cas, c'est des personnes qui, avec leur prisme de vue, avec leurs compétences, leurs connaissances, vont vous permettre d'avoir un regard spécifique par rapport à l'accompagnement de manière générale, mais aussi aux besoins et aux singularités de chacun. Et enfin, une dynamique d'amélioration continue, c'est-à-dire que il faut bien sûr être dans une dynamique de prévention. C'est comment on peut prévenir le risque d'événements indésirables en lien avec la sexualité. Et lorsqu'ils arrivent, c'est comment on les gère, comment on signale, qui signale,
comment on accompagne l'auteur, comment on accompagne la victime, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont nos partenaires ressources, quelles sont les personnes ressources en intra et en externe, comment on formalise, quels outils de première intention on peut utiliser. Donc ça, c'est le résumé de la circulaire. Ce que j'ai souhaité vous mettre dans cette deuxième partie, c'est un petit peu des petites techniques, mais je suis sûre que vous les connaissez, mais voilà, l'idée c'était de vous donner des petites pistes parce que ça peut paraître hyper chargé et hyper dense. C'est de vous donner un petit peu de comment on commence. Premièrement, ce que je vous conseille, quand on veut mettre en place une dynamique, une démarche vie intime, affective et sexuelle, c'est d'évaluer l'existant. C'est-à-dire qu'est-ce qui existe dans ma structure. Et ça, typiquement, eh ben, on fait une auto-évaluation. C'est qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe dans ma structure? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont formées? Est-ce qu'il y a des groupes de parole qui existent? Pour qui? Pourquoi? Qui s'en occupe? Quelle thématique aborder? Pourquoi on a abordé ces thématiques? Est-ce que parce que c'était des facteurs d'événements indésirables au sein de ma structure? Qui est concerné? Est-ce que ce sont des groupes fermés ou des groupes ouverts? Est-ce que ça dure une année, 2 années, 3 années? Est-ce qu'on les évalue? Est-ce qu'il y a des personnes ressources? Est-ce que, par exemple, on a une psychologue, notamment pour faire la supervision auprès des professionnels sur cette thématique-là? Ou est-ce que la psychologue a un rôle très important dans les entretiens sur ce sujet de la VS? Est-ce qu'elle est à l'aise? C'est pas parce qu'on a une psychologue au sein de la structure, elle a le droit de pas être à l'aise avec le sujet de la vie intime, affective et sexuelle. Donc tout ça, c'est un petit peu, euh, voilà, on réfléchit, on étudie tout ce qui existe, même si ça paraît un peu éloigné. Est-ce qu'on donne la parole aux personnes, la possibilité d'avoir des entretiens individuels? Qui fait ces entretiens individuels en matière de vie intime, affective et sexuelle? Est-ce que cette personne est formée? Quelle est sa légitimité pour aborder le sujet? Si on a des entretiens individuels, mais que c'est pas en interne, que c'est pas possible, vers qui on peut orienter en externe? Vers quel acteur on va pouvoir créer une forme de partenariat sans que ça soit des coûts budgétaires complémentaires? Et puis, quel est nos réseaux de partenaires? Avec qui on bosse et pourquoi? C'est important la cartographie des partenaires parce que là aussi, j'ai pu voir que on a tellement envie de bosser le sujet et c'est plutôt bien. C'est qu'on va se mettre en lien avec plein de partenaires, mais du coup, les partenaires se chevauchent. Je vous donne un exemple tout bête. Sur Intime Agir, on organise des groupes de parole, on organise des ateliers éducatifs, puis des fois, on se rend compte que le planning familial est déjà venu et qu'il a déjà fait des ateliers et que il y a tel type d'association qui est déjà venu. Quel est l'intérêt? Déjà, c'est hyper désorientant pour les personnes qui sont accompagnées parce que c'est pas le même interlocuteur et puis on a une approche qui peut être très différente. L'idée, c'est que quand vous identifiez vos partenaires, c'est clairement d'indiquer pourquoi, quelle est la compétence recherchée et pourquoi ils vont vous aider. Vraiment. Parce que sinon, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Donc, l'auto-évaluation, première étape. Deuxième évaluation, c'est vraiment, ça peut durer 2 heures, hein, c'est quelles sont les valeurs de l'établissement. C'est de se poser avec le groupe de la direction et de se dire, eh bien, accompagner la vie intime, affective et sexuelle chez nous, avec nos professionnels, avec les personnes accueillies, ça veut dire quoi? Et donc, du coup, là, je vous ai mis un exemple hein, qui avait été travaillé avec une association. Bah, pour eux, l'association, la phrase qui avait été identifiée, à cœur d'accompagner la VIAS des personnes accompagnées afin de leur permettre de vivre une sexualité positive de manière autonome et sécurisée, conformément à la définition de l'OMS. Et pour ça, l'association s'engage à, éduquer les personnes accompagnées à la santé sexuelle, répondre aux demandes des personnes accompagnées, anticiper, repérer, accompagner les risques de violences sexuelles et respecter les droits et libertés. Une fois que les valeurs sont posées, eh bien, on les décline en objectifs opérationnels. Ça veut dire quoi? Les objectifs opérationnels, c'est qu'on reprend ces objectifs stratégiques, par exemple, éduquer les personnes accompagnées à la santé sexuelle, et je vais le décliner au sein de mon centre d'accueil de jour, au sein de mon foyer de vie, au sein de mon foyer d'hébergement, au sein de mon foyer d'accueil médicalisé, de mon IME, etc. Vous avez compris le principe. Et ça va pas être la même chose de mettre en place de l'éducation à la sexualité au sein d'un accueil de jour qu'à l'intérieur d'un foyer d'accueil médicalisé où il y a beaucoup de polyhandicap. Donc, il va bien falloir des personnes ressources
qui soit en capacité de comprendre les objectifs stratégiques et de les décliner en actions qui vont avoir du sens avec les personnes que l'on accompagne. Donc, en T3, il est aussi nécessaire de faire une organisation. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple de structuration, mais là encore, c'est à voir en fonction de votre structure. Si on est sur une grosse association qui dispose de plusieurs structures, IME, femmes, etc., j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir un coordonnateur de démarche, comme vous auriez un responsable qualité de site, et puis d'avoir un référent qualité par structure. Même chose au niveau de la vie intime, affective et sexuelle. Et en plus, un pool de personnes ressources qui sont des professionnels et des personnes concernées, qui vont, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, être des personnes qui vont pouvoir apporter leur regard et pouvoir objectiver les actions qui sont proposées dans le cadre de la démarche d'accompagnement à la vie intime institutionnelle. Et bien évidemment, si vous avez ce type de structure, eh bien, on va former de façon adéquate chaque personne ressource. Un coordonnateur vie intime, affective et sexuelle, il va avoir une formation à la coordination, à la gestion de projet. Bien sûr, autour de la vie intime, affective et sexuelle, mais ce qui est important, c'est qu'ils savent manager un projet. Tandis que les référents vie intime, affective et sexuelle d'unité, ce que je pourrais appeler le référent vie intime du foyer, de l'ESAT, etc., lui, il va plutôt être sensibilisé à ce qu'est la santé sexuelle, à quelles sont les problématiques auxquelles on peut être confronté et comment y répondre en première ligne. Vous voyez, c'est différent. Il n'y a pas de coordination de projet. Et enfin, l'ensemble des professionnels, eux, doivent, c'est ce que je voulais évoquer, avoir une formation de sensibilisation à l'aspect réglementaire et au droit. Alors là, vous avez une schématisation d'un exemple de structuration. Vous avez la direction, le coordonnateur vie intime, affective et sexuelle, avec des référents VAS sur chaque type de structure. Imaginons que on ait une grosse assoce qui est IME, foyer de vie, accueil de jour, etc. Et puis un pool de personnes ressources. Et ce qui est important, c'est que les axes stratégiques, c'est ce que vous avez en marron, redescendent, mais que par contre, les besoins et les événements indésirables qui se passent dans chaque structure, les référents VAS vont pouvoir le remonter vers le coordonnateur pour qu'on ait vraiment une politique de prévention et une dynamique d'amélioration continue en matière de violences sexuelles et d'événements indésirables en lien avec la sexualité. Si cette structuration, elle n'est pas présente, eh bien, on risque d'avoir des acteurs isolés qui sont bombardés d'événements indésirables ou qui peuvent être interpellés tous les 5 minutes pour X problèmes sans avoir le temps de structurer une réponse adaptée et la mise en place d'actions adaptées. Le coordonnateur, par exemple, si ça fait 15 fois qu'il reçoit dans les différentes structures des événements indésirables en lien avec des problématiques de compréhension du consentement, eh bien, il va pouvoir ajouter dans son plan d'action le fait qu'il va falloir travailler ce sujet-là et travailler le consentement dans un ESAT, un IME ou un foyer de vie, ça va être différent. Donc, du coup, ça sera le rôle des référents VIAS d'adapter comment on parle de consentement en fonction du public accueilli. Je vous ai proposé, mais là encore, comme il n'y a rien d'écrit, c'est plus des propositions, des espèces de petites fiches missions en fonction des typologies de public. Alors, par exemple, la mission du coordonnateur VIA, ça peut être d'établir le plan d'action vie intime, affective et sexuelle en fonction des objectifs stratégiques de l'institution, d'assurer la gestion des indicateurs en lien avec la vie intime, affective et sexuelle, de fédérer les référents d'unité, d'être un interlocuteur avec la direction, les encadrants, les partenaires extérieurs, mais aussi les familles, d'assurer la formalisation des valeurs et des objectifs dans tous les documents institutionnels, d'assurer le suivi et le traitement des événements indésirables, de faire le lien avec la direction sur les événements indésirables graves en matière de vie intime, affective et sexuelle, et de s'assurer auprès de chaque référent de site qu'il y a bien des actions adaptées qui sont mises en place en cohérence avec les objectifs stratégiques. L'émission du référent vie intime, affective et sexuelle d'unité, donc on n'est plus sur un référent opérationnel, lui, il va s'octroyer le plan d'action et il va l'adapter à son public. Comme on a vu tout à l'heure,
mettre en place de l'éducation. Est-ce que si je suis référent VIAS d'un IME, est-ce que je vais mettre en place des ateliers vie intime, affective et sexuelle chez mes petits poussins qui ont 4 ans? Peut-être pas. Peut-être que je vais mettre plutôt en place un atelier connaissance des émotions ou de son corps. Par contre, si je suis dans un référent ESAT et que je sais qu'il y a beaucoup de problématiques de couples qui ressurgissent sur le lieu du travail, je vais axer mon atelier éducatif plutôt sur l'apaisement du couple, comment on peut aller chercher des ressources à l'extérieur, vous voyez? Et ça, c'est le rôle du référent. D'être l'interlocuteur avec les professionnels de l'unité, mais aussi les personnes accompagnées, d'assurer l'adaptation des documents. Par exemple, la charte vie intime, affective et sexuelle d'un IME ne peut pas être celle qui va être appliquée dans un foyer de vie. Donc, il faut bien adapter, même si la commande, c'est d'avoir une charte vie intime, affective et sexuelle, on ne peut pas avoir une seule charte. Ça ne serait pas pertinent et non adapté au public. Et puis, peut-être que certains vont avoir besoin de la mettre en FALC, alors que pour d'autres publics, il n'y a pas besoin du FALC. Et puis, bien sûr, d'assurer un recueil des événements indésirables, de les remonter au niveau du coordonnateur VIAS, mais aussi de mettre en place des actions qui soient pertinentes. Les personnes ressources, ils vont participer à des actions du fait de leur expertise, c'est-à-dire qu'on va leur demander leur avis. S'il y a un groupe de parole, on peut solliciter, avant de mettre en place ce groupe de parole, de dire, voilà, on pense qu'au vu de ce qui se passe dans notre structure, ce serait bien de mettre en place, je dis une bêtise, un atelier éducatif ou un groupe de parole sur la prévention du risque d'IST. Est-ce que c'est pertinent? Et eux, avec leur regard, qu'on soit personne concernée, qu'on soit infirmière, etc., on va dire, oui, c'est pertinent ou pas, quel type d'outil, etc. Ils vont bien sûr participer au projet. On ne met pas de projet vie intime, affective et sexuelle tout seul en tant que référent VIAS. On fait appel à son copil parce que son copil, il va avoir un regard qui va nous permettre de dire la faisabilité du projet et la pertinence du projet en fonction des besoins. Et puis, le pool de personnes ressources va vraiment être en appui des référents VAS. Si au sein d'un foyer, il y a une problématique je dis une grosse bêtise, en lien avec quelqu'un qui a une infection, une mycose, on va interpeller la personne ressource infirmière. Si la personne, elle a subi une violence sexuelle, on va faire appel à la personne ressource psychologue. Si la personne a besoin d'informations parce qu'elle ne sait pas où avoir un moyen de contraception, ne veut pas informer ses parents, on va peut-être interpeller une autre personne du copil qui va plus être dans l'accompagnement de proximité. Vous voyez l'importance du copil ressource, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes fonctions et pas tous la même façon de voir les choses. Je vous ai mis ça à titre, là encore, à adapter. Grosso modo, le coordonnateur, une fois qu'il a mis en place sa fiche de mission, il faut qu'il cause avec ses référents VAS. Il faut qu'il travaille avec eux. Donc, il faut qu'il y ait vraiment du dialogue pour que la démarche elle soit cohérente. Qu'il y ait des temps avec chaque référent, de se dire, tiens, qu'est-ce que toi, il s'est passé dans ta structure? Est-ce qu'il y a des événements indésirables récurrents? Est-ce que tu as identifié beaucoup de demandes de la personne, des personnes accompagnées? Est-ce qu'il y a un truc à mettre en place par rapport à ça? On va organiser aussi, quand c'est nécessaire, des réunions pour comprendre quand il y a des événements indésirables graves. Dire que je sais pas, Monsieur X arrête pas de faire des attouchements sur Madame Y, lui interdire, c'est une chose. Par contre, réfléchir ensemble pour que ça ne se reproduise pas et comprendre pourquoi Monsieur a envie de faire des attouchements sur Madame Y, ça, c'est une réflexion collective et c'est pas quelque chose qu'on réfléchit tout seul de son côté. Et c'est là la nécessité d'avoir son coordonnateur et son copil ressources. Alors là, je vous ai mis juste pour terminer un exemple de plan d'action qui avait été travaillé. Donc, j'avais donné comme consigne de bien définir des objectifs stratégiques, de les décliner en objectifs opérationnels, et puis de décliner ça sous forme de plan d'action en fonction qu'on ait un CAJ, une masse, etc. Et donc, ça donne ça. C'est-à-dire que les objectifs stratégiques avaient été identifiés par l'association, c'était axe 1, éduquer les usagers. Axe 2, répondre aux demandes des personnes accompagnées.
Axe 3, anticiper, repérer, accompagner les risques de violences sexuelles. Axe 4, respecter les droits et libertés. Du coup, je vous prends l'exemple de l'axe 1. Les objectifs opérationnels qui ont été proposés dans le CAJ, c'est petit 1, c'est mettre en place des actions éducatives, soit des groupes de parole, soit des ateliers. Petit 2, solliciter des partenaires extérieurs pour aider à la mise en place. Ce qui veut dire que quand on est à l'échelle du plan d'action, ça donne ça. Vous avez l'objectif, l'axe 1, c'est éduquer les personnes accueillies. L'objectif opérationnel décliné en 2 sous-objectifs opérationnels. Et ensuite, les actions. Pour mettre en place les actions éducatives, on va mettre en place un groupe de parole. Quels moyens j'ai besoin? J'ai besoin d'identifier des personnes ressources, j'ai besoin de former les personnes ressources, j'ai besoin de mettre en place une organisation et un programme, et j'ai besoin de me doter d'outils. Qui va être pilote de cette action? La date butoir et comment je peux faire le suivi que ça se passe bien. Dans l'objectif opérationnel 2, solliciter les partenaires extérieurs. Ça veut dire quoi en termes d'action? C'est bien qu'il faut que je fasse une cartographie de mes partenaires. Qu'est-ce qui existe sur mon territoire de proximité? Pour ça, pour mettre en place cette action, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Il faut que je les identifie. Donc, il faut que j'aille sur Internet, il faut que je me contacte auprès des départements, des mairies, etc. Ensuite, il va falloir prendre du temps pour les contacter. Et puis ensuite, il va falloir les enregistrer sur une liste partagée, parce qu'une fois que j'ai ma liste, il faut que tous les professionnels puissent les solliciter. Qui est pilote de cette action, la date butoir, etc. Donc, vous voyez le principe? Le principe, c'est vraiment de se dire, il faut que ça ressemble à quelque chose. Une démarche, vous voyez qu'on est très loin, quand on est sur un plan d'action comme ça, on est très loin d'une action isolée qui consisterait à dire, je mets un atelier 4 fois par mois ou je fais un forum santé sexuelle 1 fois par an. Parce qu'on sait que dans ces cadres-là, ça va avoir des effets bénéfiques, on a mis en place quelque chose, mais la pérennité de la démarche et donc ce qu'on peut en attendre est beaucoup plus limité. Donc voilà moi ce que je voulais vous partager. Et maintenant, je vous laisse poser vos questions. Déjà, j'espère que ce n'était pas trop lourd et trop dense parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Et ça écrit Bonjour Alain Di Pasquale, psychologue. Quand la personne est mise sous protection de tutelle, curatelle, habilitation familiale, doit-on inclure la personne dans la vie affective et sexuelle? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne est mineure. Et donc là, effectivement, ce qui relève de l'intimité de la personne, sauf dans le cadre où on est sur une jeune fille qui souhaite avoir un moyen de contraception, eh bien, on peut l'emmener au planning familial sans en informer l'autorité parentale, le tuteur, etc. Par contre, dans le cas d'un adulte, le fait et la nécessité d'informer la famille, les tuteurs, etc., va dépendre du risque. Si on est dans l'accompagnement à la vie intime de la personne, mais qu'il n'y a pas de risque pour la personne ni pour les autres personnes, on ne va pas l'informer. Concrètement, si on est sur une personne qui a une masturbation compulsive, mais que cette masturbation compulsive n'engendre pas de risque pour autrui, on ne va pas aller forcément appeler le tuteur ou la famille pour dire ah là là, on a quand même un gros souci, il y a de la masturbation compulsive. Maintenant, si on prend le cas de figure, la personne a une masturbation compulsive, mais en plus, elle s'approche des autres résidents ou des professionnels et va prendre le bras de la personne pour l'aider à la masturbation. Là, oui. Là, ça veut dire que la personne, elle est porteuse de risque parce que elle rentre dans le spectre où elle va pas respecter la liberté des autres. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir créer vraiment un mode d'accompagnement de la personne qu'il va falloir avoir un suivi hors les murs. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Dès l'instant que vous allez avoir besoin de ce qui se passe hors les murs, en tout cas des partenaires, des personnes qui gravitent autour de la personne pour mettre en place un accompagnement thérapeutique, parce que le comportement est à risque pour elle-même ou pour autrui, il est important effectivement d'informer.
Mais s'il n'y a pas de risque, non. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais, ça a été. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plusieurs personnes qui te disent bravo. Ah oui, il y en a une autre. Bonjour, j'ai manqué. Oui, oui, vous pouvez avoir le début, le PowerPoint. Elle a dit au début. Et Oui, oui. puis, il y a même un replay sur le site Amour et Handicap. Alors, je vois qu'il y a une question. Comment gérer les victimes dans une même structure? C'est une super question, il le dit, parce qu'effectivement, on est souvent interpellé sur les intimes agir pour ce type de questionnement, parce que si on prend le texte de la circulaire, c'est on écarte l'auteur et la victime. C'est pas si simple que ça. Déjà parce que architecturalement, toutes les structures n'ont pas la possibilité d'isoler les personnes. Quand on est en structure ESAT, eh bien, quand les personnes viennent travailler, bah, il n'y a pas forcément plusieurs unités de production et on ne peut pas forcément organiser le flux pour que les personnes ne se rencontrent pas. La première chose, c'est déjà euh, entendre l'auteur et la victime avec un regard totalement neutre, ne pas être dans je dirais, dans une phase d'investigation. On n'est pas là pour mener l'enquête. Il s'est passé quelque chose, donc on va écouter les personnes et c'est demander aux personnes comment elles envisagent la cohabitation. C'est comment elles vivent cet événement. Malgré tout, même si j'ai tendance à dire que quand il y a vraiment eu un événement de violence euh, au sein de la structure, les victimes, et c'est normal, ont beaucoup de stress et d'angoisse à voir les auteurs présumés. Pour autant, dans certains cas, je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai pas les compétences pour ça, mais il y a comme s'il s'est passé quelque chose et l'impact de la violence, ou en tout cas de l'événement, n'est pas forcément celui qu'on attendrait. Ce qui fait que la personne va pardonner très facilement. Et alors, je ne sais même pas si on peut dire le non pardon, mais en tout cas, de voir l'auteur de la violence sexuelle à proximité, c'est pas quelque chose de problématique. À tel point qu'il m'est arrivé de rencontrer des victimes qui me disent, bah, je comprends pas pourquoi j'ai plus le droit de le voir, ou j'ai plus le droit de la voir. Et du coup, on est obligé d'expliquer que bah, c'est la loi, on est obligé de séparer les personnes. Mais je pense qu'il est important d'interroger déjà la victime sur où est-ce qu'elle en est par rapport à ce trauma qu'elle a vécu, quel que soit le type de trauma, quelle que soit la violence vécue. Et puis, dans tous les cas, s'il est nécessaire et qu'il est possible d'écarter la victime, d'écarter l'auteur, eh bien, l'auteur doit être préparé à comprendre pourquoi il va avoir une prise en charge particulière et pourquoi on va lui proposer d'aller sur une autre structure. C'est important parce que trop souvent, comme je l'évoquais tout au début, les personnes dans l'urgence, on peut être amené à les transférer dans une structure d'aval. Les professionnels ne sont pas forcément informés ou formés à l'accompagnement d'une personne qui peut être auteur de violences sexuelles, qui très souvent ne sont pas conscientisés. Et ça aussi, c'est important, hein. Un auteur de violence sexuelle n'a pas forcément conscience qu'il fait un acte hors la loi ou un acte de violence. Et ce qui fait que du coup, ça peut être totalement désorientant pour la personne de se trouver transférée sans avoir pris le temps de l'écouter, de comprendre qu'est-ce qui a amené le geste et surtout de comprendre quel est le manque de connaissances ou de compétences qui lui a induit ce comportement inadapté. Donc, il y a ce temps-là d'échange à avoir. Et puis, moi, je préconise, même s'il n'y a rien pour m'aider, je dirais en termes légal pour ça, c'est qu'il y ait vraiment un temps d'échange avec l'équipe qui va recevoir l'auteur de violences sexuelles pour se mettre d'accord sur les points de vigilance et comment au mieux accompagner la personne pour qu'elle ne soit pas stigmatisée et limiter le risque de récidive. Quant à la victime, il faut savoir que, et ça je le vois au fil du temps et à force d'accueillir des personnes victimes, le mode d'intégration du trauma est très variable suivant le handicap, suivant le type de violence subie. Et donc, c'est assez difficile de dire qu'il y a un protocole à déployer comme ça.
Tout va dépendre de comment la personne elle a vécu la chose. Il y a des choses qui pourront nous paraître extrêmement anodins avec nos yeux de professionnels, qui pourtant auront enfin, de façon très importante impacté la personne. Et il faut être dans l'écoute en se disant, bah, si c'est hyper grave pour elle, eh ben, il va falloir mettre tout en place pour essayer d'améliorer son confort psychologique, etc. Et puis à côté, on va avoir des faits extrêmement graves et on se rend compte que la personne, elle a l'air de banaliser. Mais il faut pas tomber dans le panneau en se disant, bah, peut-être qu'en fait, elle n'a pas encore réagi, que c'était super grave. Donc, cette phase d'apparence quiétude, c'est juste peut-être une façade, elle n'a peut-être pas encore réalisé. Donc, il faut être prêt en tant que professionnel à se dire, il va y a peut-être avoir à un moment donné, même si le terme n'est pas adéquat, une décompensation. Donc, c'est super important de faire vraiment très attention dans l'accompagnement de où est-ce qu'ils en sont par rapport à l'événement, est-ce qu'ils ont compris pourquoi il y avait une violence et comment on peut faire pour qu'il y ait soit cohabitation, si on ne peut pas les séparer, et si la cohabitation n'est pas possible et qu'il y a transfert, c'est que chacun comprenne pourquoi il y a transfert. Alors, je sais pas, j'étais un peu longue, mais j'espère avoir répondu à ta question. Et puis il y a une autre question. Merci beaucoup pour ce webinaire. Comment rédiger des objectifs opérationnels dans le projet personnalisé d'une personne tout en respectant son intimité? Alors, la clé, justement, si on fait le souhait d'avoir des objectifs concrets dans le projet d'accompagnement personnalisé, c'est de rester très vague. C'est-à-dire qu'on va se rester sur le côté balance bénéfice-risque. Dans l'évaluation que vous allez avoir de la personne, vous allez vous rendre compte qu'elle est très naïve sur la sexualité. Bim, ça veut dire qu'il y a un risque qu'elle s'engage dans une relation intime et affective n'en ayant pas connaissance de tous les tenants, les aboutissants, et notamment la notion de consentement. Ça veut dire que elle a besoin d'un apport de connaissances. Donc, vous allez marquer comme objectif, en tout cas, moi, je suis plutôt dans je marque pas d'abord les objectifs, c'est plutôt l'idée de se dire quel est le risque lié à la personne et quels sont les objectifs. On se rend compte que la personne a une information très biaisée sur sa sexualité, risque, c'est qu'elle se mette en danger. L'objectif, apporter des informations, des compétences. Vous observez qu'elle a un comportement hypersexualisé. Vous allez peut-être pas marquer ça dans le PAP parce que c'est très personnel. Par contre, vous allez pouvoir marquer que le risque, c'est qu'il semble y avoir une mauvaise compréhension des codes sociaux en lien avec la sexualité. Bim, l'objectif, c'est de lui donner les clés et par l'apprentissage, lui apprendre le périmètre d'expression de la sexualité. Vous voyez, c'est toujours, on se rebat sur le risque et qu'est-ce que pour éteindre, en tout cas pour minimiser ce risque, on peut apporter comme connaissances et compétences et on le tourne sous forme d'objectifs. L'idée, c'est de rester toujours sur des objectifs qui vont être très globaux, même si vous savez qu'à l'intérieur, il va falloir détailler. C'est apport d'informations, apport de compétences, compréhension des codes, c'est apport d'outils. Vous voyez, des choses qui sont et jamais rentrées dans le détail. Est-ce que c'est clair? Eh bien, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à un moment donné, hein, vous pouvez transmettre mes coordonnées, il n'y a pas de souci. S'il y avait des questions, j'y répondrai, hein, vous pouvez retrouver mon mail facilement. Et en tout cas, j'étais très contente de partager ce temps avec vous. Et je vous dis, je reste à disposition si besoin, il n'y a pas de problème. Je t'entends pas, Morgane, ton micro est coupé. Il y avait un peu de bruit, alors des fois je le coupe. Merci à toi et puis tu as eu plein de remerciements aussi dans les commentaires Eh ben, merci à et tous. c'était très intéressant. Merci beaucoup Et puis et une très bonne journée. à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir.